connaissez déjà, je crois, mais bon, je vais quand même redonner leur nom. Voici les quatre qui présenteront dans un premier temps, parce qu'on va leur demander de présenter leur démarche de recherche-création, puis après, on posera un certain nombre de questions, questions qui seront soulevées par leur propre présentation. Donc, la première personne est Alexandra Semmer, de Paris 8, qui vient de faire un aller-retour. Oui, ben, allons-y. Donc, il y aura Alexandra Semmer, elle sera suivie par Serge Bouchardon, donc les deux qui étaient hier soir pour nous présenter leur story Face, c'est ça, et non pas Facebook, merci. Les deux seront suivis ensuite par Audrey Viard, qui a aussi présenté hier soir son œuvre, et on terminera avec Claude Majot, excuse-moi, c'est tellement écrit en tout petit. Et donc, en fait, à chacune de ces personnes, je vais demander de venir présenter leur démarche de recherche-création, puis après, on aura la discussion. Merci beaucoup. Alors, Alexandra. Oui, ben, merci beaucoup. En fait, je vais vous présenter en 5 minutes mon parcours de recherche-création, donc ça va être speed, mais voilà. Alors, en fait, je remonte loin parce que ma première rencontre avec le numérique a eu lieu sur l'Atari d'un camarade de classe dans les années 80. J'avoue que le petit vorace Pac-Man m'a laissé complètement de marbre. J'ai acquis mon premier ordinateur plutôt par nécessité professionnelle que par passion. Puis, au milieu des années 90, j'ai commencé à découvrir l'Internet balbutiant. J'ai effectué mon premier clic sur une page comme ça. Mon premier clic, qui était un choc cognitif et esthétique, qui a déterminé en fait toute la suite de mon parcours. Je me souviens très bien de cette sensation vertigineuse de pouvoir, grâce à l'hyperlien, creuser la surface du texte. Alors j'ai d'abord eu l'idée de mettre ce vertige au profit d'une visualisation de relations intertextuelles. Et j'en ai fait la démonstration de ma thèse, donc de l'intertexte à l'hypertexte. À la même époque, j'ai fondé mon premier collectif d'auteurs. On s'était rencontrés dans un cours de création de sites web et on partageait l'intuition que le numérique allait transformer en profondeur la matérialité du texte. Nous avons créé un site, Fractal, qui nous a valu un petit article dans Le Monde et qui s'est appelé Mandelbrot un peu plus tard. Lors de mon post-doc, j'ai écrit l'ouvrage Matière textuelle sur support numérique, dans lequel j'ai développé les premiers jalons d'une poétique des figures animées interactives. Poétique que j'ai par ailleurs explorée dans mes démarches de création. Et une poétique que j'ai complétée quelques années plus tard par une rhétorique du texte numérique. Mais alors, j'avais jusqu'alors créé mes animations textuelles pour le site Mandelbrot, principalement avec le logiciel Flash, donc des créations comme celle-là, et j'avais créé un peu comme s'il s'agissait de films. Observant l'évolution du site Mandelbrot, j'ai quand même dû me rendre à l'évidence que la vitesse de défilement des animations et par conséquent leur sens dépendait très fortement de la configuration de l'ordinateur, que le code était en fait performé en direct par la machine. Et j'ai alors décidé de faire du caractère procédural et éphémère de l'œuvre numérique un axe central de mes activités de recherche et de création. Le poème Tramway, que vous voyez à l'écran, et qui figure dans la revue Bleu-Orange et dans la collection de la Electronic Literature Organization, date de cette époque. Maintenant, fin 2020, ce poème deviendra définitivement inaccessible, car le flash player qui est nécessaire à son affichage ne sera plus actualisable. Une reprogrammation de Tramway me paraît néanmoins exclue. L'œuvre numérique relève pour moi du spectacle vivant, qui se performe dans l'instant qui passe, inexorablement. Par ailleurs, mais ça c'est ma posture personnelle, je considère l'œuvre numérique comme inséparable de son outil de création. Donc dans le cas de Tramway, de l'outil de création Flash. La performance de l'œuvre numérique comme spectacle vivant est devenue centrale dans ma pratique.
La création collective conduite d'aération est une hyperfiction pour tablette et liseuse, mais qui a trouvé sa forme la plus aboutie dans un hypertexte déambulatoire, tel que nous avons pu l'installer dans le Palais Farnèse à Rome. Je vous montre juste quelques instants de ce spectacle. Hypertexte déambulatoire qu'on a monté pour le Palais Farnèse à Rome. Le 15 septembre 2011, un corps est découvert dans le conduit d'aération menant au siège d'une banque. Ce corps, nous ne le verrons pas. Ainsi arrive Mohamed. Voilà qu'il court vers elle, son petit frère Mohamed. Et pour un bref instant, Sonia hésite à lui ouvrir ses bras. L'éternel préféré, si beau dans son costume neuf choisi selon les goûts du père, pour que le fils réussisse aussi bien en France qu'en Tunisie. Petit suiveur docile. Sonia fouille dans son sac et en retire une chaîne avec des boucles argentées. Ce chapelet que la mère lui a donné juste avant de mourir, pour qu'elle trouve l'amour, un jour qu'elle serait grande. Alors, depuis 2016, le réseau social Facebook est mon principal terrain de recherche et création. Oui, les profils hétéronymes que j'y fais évoluer sont des fictions émergentes, qui se racontent d'abord elles-mêmes. De façon cyclique, certains de mes hétéronymes s'associent à d'autres pour raconter des histoires. Nouvelles de la colonie est un réseau de fonctionnaires qui travaillent pour une superstructure appelée l'Oreille. Leurs petites histoires, trahisons et luttes de pouvoir les empêchent de réunir leurs forces pour briser les chaînes qui les tiennent prisonniers. Omission retrace le passé nazi d'un village en Basse-Bavière, mon village natal en fait. Le récit mobilise des images d'archives très peu compatibles avec le design feel-good de la plateforme. Prenez par exemple cette vidéo automatiquement générée par Facebook pour fêter la fin d'année à partir des traces de mon hétéronyme Marga Bamberger. Je vous traduis, 350 jours avec de nouveaux amis. Avec beaucoup de souvenirs. Une année avec tes amis. Merci d'être là. Donc plus que jamais sur Facebook, la frontière entre recherche et création s'efface. Les profils de fiction me permettent en fait d'éclairer des zones d'ombre dans les réseaux sociaux, auxquels la chercheuse n'aurait pas accès. Inversement, la chercheuse est affectée, parfois plus qu'elle ne le voudrait, par les vies multiples qu'elle mène à travers les hétéronymes. Un jeu existentiel avec les frontières de l'identité numérique qui, derrière une forme humoristique, m'a également motivée pour participer au projet Storyface avec Serge Bouchardon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe organisatrice pour ce colloque si stimulant. Donc, mon environnement professionnel, c'est celui d'une école d'ingénieurs à Compiègne, l'UTC. Et l'UTC met souvent en avant une démarche de recherche-conception. Une recherche-conception fait l'hypothèse que la recherche peut procéder non pas seulement d'un comprendre pour faire, mais également d'un faire pour comprendre. Et cette idée se décline avec la recherche-création qui permet de créer pour comprendre. Et une telle démarche de recherche-création incite à concevoir et à réaliser des objets expérimentaux afin de tester certaines hypothèses et certains concepts. Alors cette recherche-création, elle se montre intéressante notamment pour les objets et les pratiques liées au numérique, parce que celles-ci sont encore en constitution, et la démarche de création offre des opportunités de penser autrement et de percevoir l'irruption d'un sens inédit. Étant donc en environnement technologique, en école d'ingénieur, je suis incité à réfléchir au rapport entre recherche, ingénierie et création, et donc en collaboration entre chercheurs ingénierie
et artiste. Alors on sait que l'alchimie entre l'artiste et le chercheur est fragile, hein. Le dépassement des disciplines censées engendrer rupture scientifique, technique et esthétique présuppose que l'art ne soit pas au service de la science, ni le contraire. Et les collaborations artistes-chercheurs-ingénieurs invitent, c'est ça pour moi l'intérêt, souvent à réordonner les ordres de priorité en valorisant le processus plutôt que le résultat, mais aussi en mettant en lumière le rôle du prototype comme objet commun aux artistes, aux chercheurs et aux ingénieurs. Il apparaît également comme crucial le rôle du traducteur ou intermédiaire entre les différents mondes. Quelques exemples pour illustrer les points que j'ai mis en exergue de façon liminaire. Puisqu'il s'agit de faire pour comprendre, cela suppose qu'à l'origine d'une création, il y a une question de recherche. Par exemple, pour le récit interactif Déprise, je suis parti de la question classique en narration interactive, hein, comment concilier narrativité et interactivité, question qui s'est précisée avec cette création en une autre question, dans quelle mesure les gestes du lecteur peuvent-ils contribuer à construire le sens? Donc je vous montre, j'ai fait une petite capture vidéo, je vous montre un extrait rapide, où là, dans la scène 3 donc, de ce récit interactif en ligne, qui existe maintenant également en tant qu'application, notre personnage a sous les yeux un mot que sa femme lui a laissé, il ne sait pas comment l'interpréter. Est-ce qu'il s'agit d'un mot d'amour ou d'un mot de rupture? Et à travers son geste, le lecteur-interacteur éprouve cette difficulté d'interprétation, puisque s'il déplace le curseur vers le haut de l'écran, c'est bien une sorte de mot ou de poème d'amour qui apparaît. On entend Carmen jouer à l'endroit. Et si maintenant il déplace son curseur vers le bas, l'ordre des lignes est inversé et le mot d'amour se transforme en mot de rupture et on entend Carmen jouer à l'envers. Vous voyez comment là, le geste contribue à construire le sens. Et deuxième exemple, extrait, toujours capture vidéo de ce récit interactif. Le fils adolescent de notre personnage demande donc à son père de lire sa rédaction sur le thème du héros. Manifestement, le fils prend beaucoup de distance par rapport à la figure du héros. Et moi, en tant que père, lecteur-interacteur qui donc m'identifie au père, j'ai évidemment tendance à lire entre les lignes et à voir le sens implicite dans ce texte. Et avec le geste de lire le texte sous le texte ou dans le texte, effectivement, ça contribue à construire le sens. Autre création, là pour téléphone portable, plus récente, et là avec la collaboration cette fois-ci d'élèves ingénieurs. Toujours sur la question, le prolongement de la question du geste, hein, dans quelle mesure peut-on parler, là c'est une citation d'Yves Jeanneret, d'interprétation actualisée dans un geste? Donc c'est toujours pas très très joyeux, c'est quelqu'un qui passe un entretien d'embauche avec toutes les injonctions contemporaines, être dynamique, mobile, savoir s'adapter. Et donc j'utilise ici les fonctionnalités du téléphone portable, le gyroscope, l'accéléromètre et ici le chèque. Et si je secoue plus ou moins fort mon téléphone portable, évidemment ça va jouer sur la sémantique même de ce qui va apparaître. Projet La Séparation avec le poète Pierre Fourny, la compagnie de spectacle Alice. Et donc là, il y a encore la question du geste et la question de la matérialité numérique. Donc la question que je me suis posée ici, c'est dans quelle mesure les écritures numériques nous incitent-elles à adopter une conception de la matérialité moins fondée sur la perception que sur l'action. Alors on est parti du travail de Pierre Fourny, ce qu'il appelle la poésie à demi-mot, comme vous le voyez, hein, c'est une pratique qui consiste à couper les mots d'un trait horizontal et associer les moitiés de mots obtenus à d'autres moitiés de mots pour en former de nouveaux. C'est une pratique spectaculaire, puisque Pierre est un performeur, et donc il construit des spectacles. Et ce projet, donc, on a intitulé La Séparation, là, il y a un petit jeu de mots avec Alliance Divorce, évidemment, c'est d'abord la séparation des mots, questionne les manipulations rendues possibles par le numérique, puisque, comme vous le voyez dans la petite capture d'écran en bas à droite, hein, dans la version application, évidemment, la nature des gestes n'est plus, avec le numérique, celle que Pierre Fourny a expérimentée jusque-là dans l'espace physique de la scène et de ses installations. L'utilisateur va déclencher d'autres possibles dans l'espace numérique tactile, puisqu'évidemment, il serait impossible dans le monde physique de couper un mot d'un simple geste du doigt. Et donc, on a construit ensemble, et avec des élèves ingénieurs, différentes applications. Celle-ci qui est utilisée en collège-lycée, qui est en ligne, qui est également sous forme d'application, elle est plus intéressante. Évidemment, il y a la question de la tactilité. On peut taper n'importe quel mot. Donc là, c'est une capture de vidéo que j'ai faite ce matin au réveil.
avec le Murmure de Montréal qui m'a réveillé. Voilà, on construit ces associations, et puis après, évidemment, on peut écrire un petit poème, un petit texte. Et donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un petit texte qui a été écrit, conçu par une collégienne. Boucher, Luc découpe du porc, et donc là, avec son doigt, on est amené nous-mêmes, évidemment, à découper, pour découvrir que sa compagne Lou, boxeuse, elle déguste du sang. Vous voyez, c'est très, très joyeux. Donc voilà, évidemment, il y a aussi un autre rapport à la matérialité même des lettres. L'idée, après, c'est de mettre cette poésie à demi-mot dans les mains du public. Donc il y a toute une réflexion sur les supports et les dispositifs numériques. On a conçu, sous forme d'installation, et donc qui est itinérante, ce qu'on appelait un typomatique. Donc c'est un... J'ai enlevé le son peut-être. C'est un photomaton. Donc on entre dans la cabine. Mais en sortie, on n'a pas notre photo d'identité, on a notre identité typo-numérique. Et donc, on choisit le mot qu'on veut, son prénom, par exemple. On l'associe, on trouve une association avec un autre mot, et on sort de la cabine. Et là, il y a un retour au papier, donc toute une réflexion sur les supports et la circulation entre les supports. Et on a un petit pliage à faire, et on repart avec ce petit poème à demi-mot. Je ne sais pas si on a un petit exemple juste derrière, je crois, d'un petit garçon, je crois qu'il y a... avec son prénom, a fait une association, voilà, Jean Troll. Voilà, et puis également, tout de suite, c'est également en ligne, on peut également retrouver ces créations-là en ligne. Dernière création, donc là, je ne m'appesantis pas, c'est ce qu'on a présenté hier en performance avec Alexandra, là aussi une collaboration avec des élèves ingénieurs, une autre façon d'aborder la question du geste, avec là des enjeux plus sociopolitiques, des questions de littératie numérique, le fait qu'on ouvre cette création à la contribution fait que pour moi il y a un enjeu de littératie numérique fort, hein, dans la mesure où il s'agit là de former des citoyens qui ne sont pas de simples alphabétisés du numérique, donc avec une maîtrise instrumentale des outils, mais bien des lettrés du numérique, avec une posture réflexive et un usage éclairé. Dernière diapo. Donc si je résume un petit peu mon trajet, dans cette démarche de recherche-création, qui est l'une des démarches que j'adopte, hein, ce n'est pas la seule. Donc je suis parti de questions en philosophie de la technique, hein, et des théories du support, et de questions narratologiques, pour aborder des questions sémiotiques, rhétoriques et esthétiques, avant d'arriver à des questions plus sociales ou sociopolitiques et pédagogiques, avec ces enjeux de littératie numérique qui m'occupent maintenant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je sais que j'étais un petit peu long. Mon support visuel, c'était ma présentation d'hier. En fait, la façon de répondre à la question, c'est un peu de voir comment notre méthodologie ou notre rapport à la recherche-création se pose. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver un fil conducteur dans, disons, les 3 projets de recherche-création principaux que j'ai faits, maîtrise, doctorat et le prochain projet que j'ai entamé. Et en fait, c'est sûr qu'il n'y a pas une seule méthodologie. Mais ce que j'ai trouvé comme fil conducteur, en fait, c'était plus un ethos philosophique, l'ethos de Foucault, donc une attitude. Pour moi, tous mes projets partent d'une question philosophique d'abord et ensuite trouvent leur réponse dans une forme pratique. Et c'est ce que suggère Foucault dans son ethos, c'est-à-dire de se positionner à la limite des choses et en fait, plutôt que de faire une critique, hein, lui donner une forme pratique et repousser ainsi les limites. Donc moi, en gros, c'est sûr que je réponds principalement toujours à une quête de liberté. À un moment donné, on se rend compte, en vieillissant, je vais dire ça, excusez, je peux dire déjà en vieillissant que, en fait, on se rend compte qu'on a une quête qui revient constamment. Donc moi, définitivement, c'est la quête de liberté. Et donc, en me plaçant comme ça, toujours à la limite des choses et en tentant de les repousser. Mais si on s'en tient à Foucault, c'est quand même quelque chose d'exigeant parce qu'il faut en fait s'y placer et s'y replacer constamment parce que la limite bouge tout le temps. Donc, je pense que ça serait principalement l'attitude ou la méthode que j'emploie dans ma recherche-création. Disons, dans le doctorat, par rapport à la création que je vous ai présentée hier, c'est sûr qu'il y a toute une partie, disons, plus théorique sur la question de la narrativité linéaire au cinéma, mais ultimement, dans la partie pratique, ça reste un repoussement des limites, donc un repoussement des limites de la narrativité linéaire au cinéma. Donc, c'est quand même l'attitude que j'ai eu à adopter tout au long de ce processus-là. Surtout aussi parce qu'il faut créer et soi-même, dans le milieu académique,
tenir un discours théorique sur sa propre création. Donc, je pense que c'est là que la philosophie m'aide beaucoup. Donc, voilà. Sinon, ben, pour ce qui est du projet hier que vous avez vu, j'imagine les autres questions vont porter plus sur le numérique, donc je ne m'attarderai pas tout de suite à cette question-là. Mais en gros, ma question philosophique, en fait, ça a été d'utiliser Henri Bergson et sa méthode, l'intuition comme méthode. Donc, c'est-à-dire que toute ma thèse consiste à poser un problème et à le poser de façon le plus près possible d'y répondre, parce qu'un problème bien posé, en fait, est répondu par soi-même. Donc, dans ma thèse, c'est la technique que j'ai utilisée. Donc, je repose un problème à chaque chapitre. Donc, je repose la limite de mon propre problème à chaque chapitre. Et dans ce cas-ci, c'était la narrativité linéaire au cinéma qui passe par la question numérique. À un moment donné, je me rends compte que le numérique n'y répond pas non plus, que c'est toute forme de rigidité, de structure rigide, mon problème, mon problème à moi, ma limite. Et ensuite, donc, je me suis rendue à la repousser tranquillement, grâce à un objet pratique. Je pourrais m'arrêter ici, si ça vous convient. On continuera la discussion. Merci pour l'invitation. Je me sens particulièrement concernée par la question du colloque, l'adulte demain, bien que dans ma pratique artistique et dans ma recherche, je travaille surtout avec l'adulte d'aujourd'hui. Je développe des projets avec des personnes en situation de précarité sociale et économique essentiellement. Et souvent, ces personnes-là sont peu instruites, mais l'usage du numérique est quand même présent dans leur vie. Alors, dans ma démarche artistique, les thèmes qui reviennent constamment, la notion du territoire et de l'habitat, la multimodalité, la relation, en fait, de l'image, du texte, du son et du mouvement, et la dynamique d'effacement et d'apparition des individus dans l'espace public, mais aussi dans les processus de création collaborative, parce qu'il faut dire que la plupart de mes projets sont des projets collaboratifs. Ainsi, dans le processus de création, je développe des dispositifs qui permettent de vivre un processus de création adapté aux réalités et aux capacités des personnes participantes. Les œuvres qui en résultent sont plus que des objets d'hybridation entre la culture populaire et la culture de l'artiste. Ils sont des témoins du processus même de création, mais également des réalités sociales complexes que ces personnes-là vivent. Je vais vous montrer ici quelques images de mon projet de maîtrise où j'ai réalisé des performances numériques avec des femmes en situation d'itinérance. Les femmes avaient à commenter les espaces de vie offerts par une maison d'hébergement temporaire. Donc, elles avaient à entrer dans un logiciel, le son, images, texte, et à en faire là, des performances live. Alors, le projet a été présenté à la place Miguel-Melin dans le cadre de l'événement artistique fin novembre. Alors, on voit ici la projection et le jeu d'écriture et d'image. Je poursuis mes explorations artistiques dans le cadre d'un doctorat en études et pratiques des arts. Cette recherche-là se consacre à l'étude de 3 projets. Je vais vous présenter le dernier projet réalisé. Il s'agit toujours de création qui vise, par le dispositif, à rendre le processus lisible, sensible et sensoriel dans l'exploration de sujets ambigus. Pour y arriver, il y a toute une dynamique de création que je mets en place entre moi et les participants qui fait que je dois m'effacer pour laisser l'espace, l'autre apparaître. Donc, il y a une grosse part de mon questionnement depuis plusieurs années et de comment penser ce jeu-là d'effacement et d'apparition autrement que par l'effacement en arrière d'une cause ou de d'autres personnes. Je me questionne également sur les influences de l'espace dans le déroulement du projet, de la collaboration, mais aussi, bon, j'en parlais tout à l'heure, de l'usage de la multimodalité, comment ça affecte même le projet.
Alors, ma méthodologie de recherche, c'est une recherche, création, intervention. Alors, le projet de recherche débute toujours par un projet de création et ensuite s'élabore des questions de recherche. C'est une recherche heuristique. Dans la recherche heuristique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la première étape, c'est de chercher la bonne question de recherche dans la pratique. Et j'emploie également l'ethnologie sensorielle de Ping qui me permet d'explorer par la multisensorialité toutes les dimensions de la relation avec l'autre. Alors, mon projet comme tel que je vous présente, c'est Lumière sur le droit au logement. C'est en partenariat avec le Front d'action populaire en réaménagement urbain et ses membres. C'est un regroupement national qui intervient sur le droit au logement. Donc, j'ai été appelée à explorer de différentes manières les impacts des mauvaises conditions de logement, individuelles et collectives, à tous les plans avec les participants, donc économiques, sociaux, familiaux et émotifs, et de réaliser collectivement des objets qui rendent visibles ces impacts-là. Donc, j'ai proposé de réaliser des lanternes qui s'allumaient dans le cadre de marches nocturnes. Donc, la première phase de création était évidemment en atelier avec les participants. J'ai fait 8 ateliers dans 8 villes différentes et c'était des ateliers de 3 heures. Alors, pour mettre les participants en action rapidement, je leur ai présenté un dessin de Steve Chiasson, qui est un performeur qui a fait des performances invisibles. C'est un peu paradoxal, mais bon. Et cette image-là, c'est un autoportrait. Alors, je demandais aux gens d'imaginer cette personne-là dans leur propre logement en leur disant que cette personne-là avait un don, le don de percevoir l'innommable. Et je les invitais à écrire et dessiner sur du papier calque l'innommable. Alors, bon, ça ici, c'est la question. Et alors, on peut les voir se mettre en action. Je vais revenir sur ces images-là au questionnement. Et par la suite, chaque personne réalisait une mini-lanterne. Je suis repartie avec ces mini-lanternes-là, que vous voyez ici, qui combinent vraiment écriture et image. C'est des récits de vie, dans le fond. Et j'ai, par un procédé de collage numérique, retranscrit, traduit les images sur des lanternes de 6 pieds, une par région. Par la suite, lors d'événements de marche aux lanternes, les gens étaient appelés à se prendre une lanterne réalisée. Il y en a eu 80 lanternes réalisées partout au Québec et à faire là, cette fameuse marche-là ici. C'est à Montréal. Ici, c'est à Ottawa, devant le Parlement canadien. À Rouyn-Noranda, à Longueuil. Donc, c'était des lanternes mobiles qui s'illuminaient en même temps là, que le jour déclinait. Je pourrais en parler davantage aux questions. Alors, merci beaucoup, vous quatre, pour ces présentations. Sur cette démarche de recherche-création, en fait, ce qui m'a fasciné à la fois hier soir, mais en même temps, je connais très bien certains de vos travaux, c'est, disons, la place de la performance dans le développement d'une recherche-création. C'est-à-dire que, oui, il y a évidemment la négociation qui doit être faite entre ce qui est de l'ordre de la recherche, ce qui est de l'ordre de la création, ce qui est déjà de la recherche dans la création et vice-versa. Bon, ceux qui sont, vous qui êtes dans un... qui étiez ou êtes encore dans un doctorat d'études et pratiques des arts, où là, il faut expliciter de façon vraiment formelle tout ce rapport à la recherche pour montrer quel est l'amont, en fait, du projet. Bon, c'est clair que ça peut paraître un lieu de tension, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment cette recherche-création-là ne se comprend aussi qu'en fonction d'une performance, qu'en fonction d'une mise en place, en fait, dans un lieu, dans un espace, que ce soit la scène, que ce soit la rue ou l'espace communautaire. Et donc, en fait, je voulais peut-être voir comment vous abordez aussi cette dimension de la performance dans votre conception de la recherche-création. C'est une très belle question parce que dans les projets que je mène, j'en suis presque à
j'arrive presque à la conclusion que, dans le fond, ma création, c'est la performance. La performance de mettre ensemble les gens et de créer les événements et de les performer avec eux. L'objet est important, mais c'est plus une zone de contact, un objet transitionnel. Et la recherche comme telle me permet de voir ces aspects-là, parce que sans le travail théorique, je ne suis pas sûre que j'aurais une distance. Et l'autre élément, bon, c'est sûr, j'ai fait la maîtrise, j'ai enchaîné le doctorat, ce qui fait qu'il arrive à une étape, puis je pense qu'Audrey t'en parlait, où la création est un mode de recherche et la théorie amène la création et bon, dans le comprendre et faire et comprendre que tu nommais, ça devient très imbriqué. Un va avec l'autre. Je ne sais pas, quand je vais terminer le doctorat, je pense que ça va devenir un mode de création vraiment complet. Audrey, est-ce que tu veux continuer? Bien, en fait, la question de la performance, moi, c'était vraiment un passage obligé dans le cas de mon projet. Je ne dirais pas que c'est au cœur de ma recherche-création. Venant de la vidéo, évidemment, la performance n'est pas tout le temps nécessaire. Et ça a été une question assez grinçante dans mon projet. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais parce qu'à la fin, j'ai eu 2 directeurs de recherche, puis à la fin est arrivé Louis-Claude Paquin, qui est plus en performance, et il voulait que je réponde à cette question-là. Puis, dans mon projet à moi, elle est arrivée vraiment sur le tard. La seule chose qu'on a dû trouver, c'était un équilibre. L'équilibre, en fait, que je cherchais dans tout, il s'est retrouvé lors de la performance aussi, l'équilibre entre le ludisme, entre la contemplation, etc. Heureusement, moi, j'avais un collaborateur pour ce qui est de la programmation du projet, qui est Alexandre Burton, qui est un artiste numérique qui a plus de 20 ans d'expérience. Et si je n'avais pas été avec lui, je pense que j'aurais probablement fait des erreurs de performance. Grâce à lui, j'ai évité un peu les raccourcis clichés, si on veut, de par exemple, over-performer. Quand on est en art numérique, on est devant un ordinateur, donc ça manque un peu de décorum. Donc, l'artiste performeur va faire des gestes exagérés. Ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai essayé d'éviter avec ma performance, mais c'est vraiment pas au cœur de ma question. Genre, idéalement, c'est une question que j'ai envie de mettre un peu derrière le rideau parce que j'ai l'impression qu'elle était ponctuelle et qu'elle ne se retrouvera pas dans mes prochaines créations. Mais en même temps, ce que tu présentais hier soir impliquait qu'il y ait directement, je veux dire, tu n'étais pas sur scène simplement à activer ton logiciel, tu avais à faire des choix, donc tu avais à jouer. Oui. Au sens plein de ton œuvre, oui. Enfin, ou ton projet. Bien, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que la performance, pour moi, servait à donner des clés de compréhension aux gens pour qu'ils puissent me suivre, qui embarquent, si on veut. Donc, c'est sûr que de me mettre en scène implique que le montage se fait live. Après ça, il y a d'autres clés de compréhension comme la mire, qui rappelle le jeu vidéo que j'utilise. Il y avait aussi les 2 écrans qui, au début, n'étaient pas pour représenter le logiciel de montage, mais au final, on s'est rendu compte avec les commentaires des spectateurs que ça donnait l'impression qu'on était dans une salle de montage. Donc, pour moi, la performance a été juste de dire, OK, si ça sert à quelque chose, c'est de donner des clés de compréhension pour que les spectateurs embarquent avec moi, mais trouver l'équilibre de ces clés de compréhension-là, je pense que c'est le défi. J'imagine pour vous aussi. Un équilibre. Est-ce que, Serge, tu veux prendre la balle au bon? En 2 mots, Alexandre l'a très bien dit, la création numérique, notamment la création littéraire numérique, est un art vivant, fait partie des arts performatifs. Et donc se pose la question du corps, de l'engagement du corps, l'engagement des corps, du geste, de la matérialité. C'est ce qui nous intéresse dans le projet que j'ai présenté donc avec Pierre Fourny, La Séparation, où il s'agit là de faire éprouver cette question de la performance par l'utilisateur lui-même, quand il va lui-même trouver ses mots, les couper, les manipuler. Donc voilà, donc effectivement, c'est une question qui est centrale dans la question pour moi de la création littéraire numérique. Et est-ce qu'elle elle est centrale, mais est-ce que vous la retrouvez, est-ce que tu la retrouves déjà en amont dans ton propre processus de création, c'est-à-dire de te dire de quelle façon, non seulement voici ce que j'ai le goût de développer, mais aussi avec ce projet de développement-là viendrait aussi l'idée de comment ça va se performer. Comment ça va se faire ou non, ça devient simplement une question qui arrive en pas forcément en avec une scénographie, mais par exemple, si je prends l'exemple de Déprise, la question au départ, effectivement, c'est la mise en scène de l'interactivité, c'est comment faire éprouver au lecteur
cette question de la perte de prise, à la fois sur sa vie et sur le système qu'il est en train de manipuler. Donc en ça, oui, j'imagine une performance de la part du lecteur, en tant que performance interprétative via son geste, mais pas forcément avec une scénographie derrière, comme on a pu le faire hier avec Storyface, avec Alexandra. Alexandra, il y a un autre micro en passant, vous pouvez... En fait, c'est vrai que pour moi, l'œuvre numérique est performative de base, hein, comme je l'ai dit dans mon introduction, parce que c'est fondamentalement du code performé en live par la machine. Ce qui introduit aussi ces variabilités inévitables et des variabilités et une éphémérité qui m'a spontanément poussée aussi vers le spectacle live. Parce que c'est un moment, du coup, où l'œuvre numérique peut s'éprouver dans un état qui passe, et puis ça deviendra autre chose par la suite. Et pour moi, la scène, par exemple, redouble d'une certaine manière le milieu dans lequel l'œuvre numérique baigne déjà naturellement, un milieu qui performe l'œuvre en live. Maintenant, j'étais très sensible aussi à ce que vous avez dit sur la performance comme intervention dans l'espace social. Alors ça, c'est un autre aspect que je développe actuellement beaucoup sur les réseaux sociaux numériques, parce que évidemment, tous ces hétéronymes avec lesquels je travaille, que je crée, que je fais évoluer, eh ben, c'est par définition des créations performatives. Parce qu'elles sont ballottées par le réseau social, elles voguent au gré des événements du quotidien. Elles réagissent, tous ces hétéronymes, tous ces personnages de fiction réagissent en direct aux événements, aux catastrophes, aux anniversaires, aux incendies de cathédrales. Je crois que la performance implique toujours aussi une mise en danger de soi, et qui m'intéresse énormément, notamment dans le contexte des réseaux sociaux numériques, où en fait, ce jeu avec les hétéronymes devient pour moi littéraire au moment même où il y a mise en danger. Est-ce que Audrey, tu veux continuer? Ben en fait, oui, ça m'a donné beaucoup d'idées. Effectivement, il y a la mise en danger, puis il y a aussi, derrière le performer, il y a le énoncé au présent. Et derrière cette idée-là, c'est vrai que par rapport au numérique, et par rapport à mes questions philosophiques de la linéarité du temps, il y avait une importance primordiale qui était d'énoncer au présent et dans l'idée de durée de matière de Bergson aussi, qui était de contracter le moment de la performance, le geste de la création avec le geste de la réception. Donc, quand même. Il y a quelque chose aujourd'hui qui change beaucoup la pratique. Bon, vous avez vu, il y avait des captures d'écran pendant même le processus de création. Les gens prennent des photos et les mettent sur Facebook. Ça change toute la nature du projet. Tu n'es plus à créer une œuvre ou un événement qui a une fin à telle date. Il y a une espèce d'infinitude à même le début du projet jusqu'à la fin que tu n'as pas de contrôle par le numérique, même quand tu es dans du papier-crayon. Et ça change beaucoup la manière de concevoir la pratique. Bah oui, alors continue. J'allais poser une question sur la base des dernières interventions. Cette idée-là, effectivement, de la clôture ou de la non-clôture, et ça nous amène, parce que là on est au cœur d'une réflexion sur les supports et dispositifs numériques, sur des questions de préservation que tu as un petit peu abordées, Alexandra. Pour moi, c'est lié aussi à la question de la performance, à savoir que on s'aperçoit que le numérique, c'est un enfer pour la préservation, on croit que c'est un paradis. Et pour rejoindre la question de la démarche de recherche-création, avec mon collègue Bruno Bachimon, on a émis l'hypothèse que le numérique, sa valeur ajoutée, était de nous faire passer d'un modèle d'une mémoire stockée, le livre qu'on range sur une étagère, à un modèle d'une mémoire constamment réinventée. La question du flux sur laquelle tu mets l'accent, toi, souvent, Bertrand. Et donc là, il y a évidemment plusieurs stratégies. Il y a celle d'Alexandra, qui est tout à fait légitime, à savoir que Alexandra parle d'une esthétique de l'éphémère, à savoir il faut laisser les œuvres disparaître,
tranquillement. Il y a évidemment la question de... on a envie quand même de garder des choses, donc on va préserver l'œuvre originale et tout le cycle de vie de l'œuvre, tous les documents. Et puis, il y a, c'est ce que j'ai essayé de faire avec des prises, puisque c'était aussi, je l'ai réalisé en flash en 2010, en 2020, donc elle sera plus lisible en l'état. Et donc, je l'ai réinventé, redéveloppé, avec, en l'occurrence en JavaScript. Et là, du coup, ça nous confronte aux contraintes et aux possibles des supports et dispositifs numériques. Voilà. En fait, c'est drôle parce qu'il y avait deux questions que je voulais vous poser à la suite de la première. L'une concerne la complexité des dispositifs techniques et la nécessité de toujours être en train de faire, ou bien de faire évoluer l'œuvre, ou bien de faire évoluer ses propres compétences par rapport au logiciel, aux dispositifs techniques. Donc, je me demandais, comme Serge, tu viens justement de prendre toi-même cette question et de la poser. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce rapport-là, en fait, de la recherche-création et du rapport à la technologie? Je sais que Alexandra, comme tu le dis, Serge, avait une posture bien précise sur l'éphémérité des dispositifs techniques, mais Audrey, hier, tu étais confrontée à une dimension technique extraordinairement contraignante. Donc, comment vous réagissez par rapport à cela? Dans le contexte, évidemment, où on le sait, Flash ne sera déjà plus supporté et va disparaître en 2020. Donc là, il y a toute une génération d'artistes, en fait, qui s'est retrouvée, en fait, à ne plus pouvoir travailler avec leur outil. C'est comme si, plutôt que de passer de la plume à la machine à écrire et au traitement de texte, où on est capable de maintenir notre pratique d'écriture, là, soudainement, d'une machine à l'autre, on était obligé de recommencer au complet. Bien, c'est sûr que tout à l'heure, Alexandra a parlé de la mise en danger, puis pour moi, dans le projet, c'était très important, cette mise en danger qui passe par la technique de l'objet, parce que, en fait, je voulais aller à l'encontre de la prévisibilité narrative. Donc, en me mettant moi-même en danger, je deviens imprévisible et donc l'objet technique devient imprévisible. Et tout ça faisait partie du projet. Tout le long que je faisais ce projet-là, la question principale était « Mais vas-tu faire une version arrêtée du film? » Puis je disais « Ben non, c'est mon supposé philosophique et théorique, c'est qu'il n'y aura pas de version figée. C'est contre ça que je me bats. » Donc c'est sûr qu'il faut soi-même, comme je le disais dans mon éthos au début, il faut soi-même se placer constamment à sa propre limite. Et ça vient avec du stress, puis ça vient avec une mise en danger. Puis moi, c'est le défi que je me suis donné comme artiste et comme chercheur, de toujours me mettre en danger. Après ça... Alexandra? Oui, c'est une question qui est vraiment difficile, parce que ce que je vous ai présenté tout à l'heure à Tramway, c'est vrai que j'ai essayé dans ce poème de réfléchir sur ce que cette éphémérité pourrait éventuellement apporter à la création numérique, parce que je me suis dit, OK, par exemple, les lignes textuelles que vous voyez défiler à l'écran vont passer de plus en plus vite, et je me suis dit, est-ce que dans un projet de création spécifique, ça peut m'arranger ça, ce changement de vitesse? Et là, j'ai pensé au processus de deuil. Et en fait, c'est une œuvre qui porte sur la mort de mon père, en fait. Et certaines scènes que j'ai vécues et que j'aimerais bien, à cette époque où j'ai créé l'œuvre, je voulais mettre à distance progressivement. Et je me suis dit, si ça défile de plus en plus vite, quelque part, ça traduit un processus de deuil espéré. Mais c'est une sorte de sublimation, parce qu'en vérité, quand je me suis rendu compte que j'étais à ce point dépendante des transformations de l'outil de création et de sa future disparition, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi d'une grande violence. Pourquoi d'une grande violence? Non seulement parce que ça nous oblige à nous adapter constamment aux transformations de l'outil, mais aussi parce que ces transformations ne sont pas souhaitées, mais fondamentalement subies par le créateur et imposées par des entreprises. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que dans la création numérique, on n'écrit pas seul, mais on écrit fatalement avec les développeurs et avec les concepteurs des logiciels, des outils qu'on utilise. Et cette dépendance, ce rapport de force qui grince, il est devenu vraiment central dans mes projets de recherche et de création, et notamment avec Facebook. J'investis pas Facebook comme un terrain tranquille, ni comme un terrain littéraire où je pourrais créer des fictions émergentes, mais aussi
fondamentalement comme un terrain qui est traversé de rapports de force. Tout à fait. Serge, peut-être un tout petit mot pour dire que là, il y a une notion centrale qui est celle d'architecte avec le numérique, qui est une notion d'Emile Souchier et d'Yves Géneret, qui sont des chercheurs de Sorbonne Université. Cette idée qu'en fait, l'écriture numérique est une écriture architectuelle, alors c'est pas au sens de Genette, mais au sens où c'est une écriture d'écriture. On écrit toujours avec des formes écrites déjà actives, que ce soit avec Word, traitement de texte, PowerPoint, voilà, on n'a pas de page blanche. Et donc effectivement, il y a toutes ces contraintes et ces possibles qui sont présentes pour nous. Et cette dimension architectuelle de l'écriture numérique, elle est vraiment première, elle est à prendre en compte pour tout travail de création. Peut-être pour changer juste légèrement la conversation. En fait, c'est la présentation d'Anne-Marie tantôt qui parlait notamment d'un rapport d'institutionnalisation de ces créations. Et donc, je me posais la question, donc, parlant d'institutionnalisation, c'est à la fois la question du public. Est-ce que, avez-vous l'impression que vous rejoignez votre public? Avez-vous l'impression que ce que vous faites s'inscrit dans un courant fort des pratiques artistiques et littéraires contemporaines? Ou encore, vous avez l'impression d'être toujours en porte-à-faux par rapport à ce qui se fait en ce moment? C'est-à-dire, est-ce que la question du public est aussi la question de quel est le mode de résonance de votre travail sur la place publique, par exemple? C'est peut-être un peu large là, comme question, mais il y a une version plus simple de la question qui est le rapport au public et à l'institutionnalisation. Ben, je peux peut-être répondre. C'est une question sensible chez moi. Je dirais que moi, je me sens toujours dans une marge, dans le sens que quand je travaille avec les gens en milieu communautaire, je suis, bien que je connais très bien les codes et les fonctionnements de ces réseaux-là, quand j'arrive comme artiste, je suis une étrangère et les œuvres qu'on produit ensemble sont bien reçues, quoique quand on arrive avec le projet avec les femmes itinérantes que j'ai réalisé, qui était complètement dans le numérique, les images produites étaient tellement étranges que ça demandait ça demandait aux participants d'apprivoiser ce qu'elles produisaient live. C'était pas simple parce que certaines combinaisons texte et images dévoilaient plus sur leur situation que ce qu'elle aurait voulu elle-même dévoiler. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Par rapport à un public plus large, je dirais les publics plus larges, dont celui du milieu artistique, ça dérange beaucoup ce type de production-là, parce qu'on est dans une image populaire qui est magnifiée. Alors, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'intervention? J'ai toujours à débattre les projets là, à cet effet-là. D'un milieu ou d'un autre, il y a une médiation à faire. Il y a production, intervention, détournement. Il y a des modalités, en fait, de pratique et d'agir qui, évidemment, par la force des choses, font grincer la machine. Serge? Bien sûr, la littérature numérique, elle est encore expérimentale. Il y a une dimension confidentielle. Il y a néanmoins des signes d'institutionnalisation. Par exemple, là, on a cité Tramway ou encore Déprise. Ces deux créations figurent dans un manuel scolaire pour le lycée en France. Donc, elles sont aussi étudiées, elles peuvent être étudiées du moins dans l'enseignement secondaire. Pour moi, ça rejoint vraiment des enjeux de littératie numérique. Tu parlais de détournement, moi je parlerai aussi de défamiliarisation. Si je reprends la question du geste, là on s'intéresse aux pratiques ordinaires d'écriture et de lecture. Simplement, voilà, le fait de taper sur une touche, le tap, le swipe, détourner ces gestes-là, les défamiliariser pour montrer justement derrière les possibles, les contraintes des supports numériques, le fait qu'avec le programme et le calcul, il y a des possibles qui s'ouvrent qui excèdent l'anticipation inhérente au geste. Quand j'appuie sur une touche, je peux faire apparaître n'importe quoi à l'écran. Et ça, on touche au cœur même du numérique, ce qu'on peut faire avec le numérique, la question de la calculabilité. Et ces œuvres numériques-là, notamment, permettent effectivement ce type de défamiliarisation. Et donc, il y a derrière, effectivement, un enjeu de littératie numérique. Et par ce biais-là, je pense qu'on peut toucher un public plus large. Moi, en fait, parce que là, il a soulevé la question de l'institution, puis
c'est ça qui me dérange avec la question du public, c'est que moi, je persiste à croire que c'est le public qui est prêt à tout et que c'est les institutions qui sont davantage oui, que le public. Donc, pour moi, le cinéma, quand j'ai fait ce projet-là, je persistais à dire que c'était un film et je persistais à vouloir le diffuser dans un festival de films en premier lieu parce que c'est ce que je questionnais. Je voulais que ce public-là se questionne. Et j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de réticences de programmateurs de festivals de films parce qu'en fait, ils ne voulaient pas se questionner alors que le numérique s'est rendu la façon de monter les films. Mais de là à questionner l'analogique, la naissance du cinéma qui est liée à la pellicule, à la révolution industrielle, à un courant analogique. Ils ne voulaient pas se rendre là, les institutions. Mais le public est prêt, je pense, à recevoir ça. Puis les festivals autres que de cinéma étaient comme « Ah, ben c'est une évidence que, tu sais, si j'allais en art médiatique ou au OFTA, là, où j'allais présenter aussi en art vivant, c'était comme « Ah, ben il n'y a rien là, ce que tu fais. » Puis quand j'arrivais dans le cinéma, c'était comme... On m'attendait un peu les bras croisés comme ça. Donc, moi, je pense que la question de l'institution est peut-être quasiment plus importante que celle du public. Alors, je vais prendre cette question par un autre bout. En fait, il y a quelques années, dans une conférence de l'Éducation nationale, un collègue littéraire, vénérable collègue, a dit une phrase très provocante. Non, il dit si la littérature numérique ne marche pas, n'a pas trouvé son public, c'est qu'elle n'a pas trouvé encore son Proust. Et moi, j'ai envie de dire, ouais, peut-être, mais Proust avait un éditeur. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le rôle de l'éditeur dans la commercialisation de la littérature est essentiel. Et la littérature numérique a ça dans son ADN, de renoncer volontairement, ou en tout cas très longtemps, renoncer volontairement à cette intermédiation par les éditeurs commerciaux. Ce qui à la fois procure une grande liberté à cette littérature, parce que du coup, elle n'est pas dépendante. Elle n'est pas obligée de plaire à un public. Elle fait ce qu'elle veut. Mais le biais de ça, c'est que du coup, en fait, on ne peut pas profiter des réseaux de commercialisation et de valorisation et de médiation qui profitent aux auteurs littéraires papier. Et donc, j'ai envie vraiment d'insister sur ces deux aspects. D'une part, l'indépendance que ça procure de ne pas être dans le circuit marchand classique. Et d'autre part, la difficulté que ça crée pour les artistes, les auteurs qui souhaitent en vivre. Parce que je dois reconnaître aussi que pour... nous deux, notamment, la posture de dire on est libre et on fait ce qu'on veut est facile dans la mesure où on est fonctionnaire. Et donc, voilà, on a cette possibilité de survivre et de ne pas être payé pour les créations qu'on fait. Ça procure une grande liberté aussi. Je pense que sur le mot de liberté, avec à la fois ses avantages et ses inconvénients, je pense que ce n'est pas un mot d'une grande simplicité, mais au contraire, il y a une éthique derrière, il y a une posture et il y a des conséquences pragmatiques. Donc, sur ce mot de liberté, je pense qu'on peut clore cette table ronde. Merci.